Je suis allé à Paris, j'ai cherché dans les bibliothèques, etc. Je suis tombé sur le bouquin sur le vitrail, il y avait très très peu de choses à l'époque. Et donc j'ai commencé à frapper à la porte de différents ateliers. Et à Tours, il y avait un atelier, Van Guy, donc je lui ai proposé de travailler gratuitement chez lui. Comme il avait un employé qui était là, qui était sympathique avec moi, il m'a donné l'adresse où acheter du plomb, où il se fournissait en verre, donc quelques outils, acheter un peu de matériel, et je me suis installé tout de suite avec des copains dans une ferme, à passer l'hiver, et à commencer à bricoler. Et donc je suis autodidacte. Donc, alors. Ensuite, c'était la période 1975-80, où, en fin de compte, le CNRS ont commencé à s'intéresser aux vitraux anciens, sur les problématiques. Et en fin de compte, on ne savait pas comment, on savait pas ce qu'ils avaient. On savait qu'ils étaient malades, on savait qu'il fallait les soigner, mais on ne savait pas comment. Le CNRS, ça a duré sur plusieurs années. Il y a eu des colloques. Donc moi, j'assistais à des colloques du CNRS. Et entre autres, ce que j'avais la chance aussi, c'est d'avoir assis à Tours Hervé de Bicus. Lui voulait reproduire la matière. Et donc, il faisait des recherches sur les grisailles déjà. Il était, lui, axé sur la physique-chimie. Si vous voulez, cette période de recherche, ça m'a permis de rencontrer, de croiser des grands maîtres verriers. À l'époque, on les appelait des maîtres verriers. Maintenant, on nous appelle des vitraillistes, parce que bon, ça permet de mettre un peu pas mal de gens différents, etc. Alors, donc, j'ai acheté beaucoup de livres. Moi, j'ai toute une bibliothèque, donc j'ai passé aussi du temps à acheter pas mal de bouquins. Et puis, donc, on m'a conseillé d'aller en histoire de l'art aussi. Donc, je suis allé en histoire de l'art en auditeur libre pendant 3 ans. Et donc, si vous voulez acquérir des connaissances, un peu de culture, parce que, en fin de compte, le métier, il y a plusieurs métiers. Alors, moi, j'ai travaillé j'ai des fois employé quelqu'un, j'ai embauché, j'ai eu des stagiaires, mais dans l'ensemble, sur mon parcours, j'ai pratiquement travaillé tout seul. Bon, récemment, j'avais une grande fenêtre, comme il fallait éventuellement la refaire entièrement à neuf, j'ai dit, bon, moi, il faut un échafaudage, j'ai pas l'échafaudage, j'en ai eu un échafaudage, mais là, j'en ai plus, tout seul, je vais pas m'amuser à monter à 8,50 m, etc., monter un échafaudage tout seul, etc. Donc, j'ai un collègue, on a travaillé ensemble. Donc une partie du travail a été fait ici, des panneaux, je l'ai aidé à déposer des panneaux, on est retourné, je l'ai aidé à reposer, mais c'est lui qui a eu le projet, et puis voilà. Par contre, récemment, là vous serez venu il y a quelques jours, j'avais 4 panneaux à reposer ici dans une église du coin, et bon, c'était à peu près à 3,50 m, le panneau supérieur, le dernier, il était à 4 mètres à peu près, donc là j'ai réussi à poser ça tout seul. Donc pour vous dire que oui, donc c'est un métier, en fin de compte, je suis tout seul, mais en effet, dans le temps il y avait des grands ateliers, il y a eu des ateliers en France, il y avait plusieurs centaines de personnes, mais ils ne faisaient pas forcément que du vitrail, par exemple. Souvent ces grands ateliers, ils faisaient de la peinture murale. Vous voyez, dans une église, s'il fallait faire des peintures, etc., ou dans les grands immeubles haussmanniens, etc. Donc, mais c'est pour dire que c'était quand même un monde un peu industriel presque. Après, fin 19e, il n'y a plus de travail, les commandes religieuses, tout ça, ça tombe à l'eau. Par contre, la chance, alors c'est là où, si vous voulez, les artistes principaux, eux, ils ont les connaissances, ils ont la capacité de produire, ils recréent des ateliers. Alors ici, mettons en Touraine, il y a eu l'atelier Lobin au départ, Léopold Lobin, et ensuite, en fin 19e, il y avait plusieurs peintres importants dans l'atelier, parce qu'ils étaient une cinquantaine, mais il n'y avait que 3 ou 4 peintres importants. Il y a Fournier, il y a Clément, qui se sont installés dans des petits villages du coin, il y en a un qui est resté à Tours, et qui ont recréé leur atelier. Et ça correspondait avec l'art moderne, l'art nouveau, et où on commençait à mettre des vitraux, pas seulement dans les églises, chez les particuliers, dans les maisons, voilà. Donc c'était une nouvelle clientèle, d'un seul coup on pouvait retrouver, avoir du travail comme ça. Donc si vous voulez, les commandes, elles varient un peu, voilà. Alors vous pouvez avoir des gens qui vont te spécialiser, on va dire, dans l'art sacré. Alors là, eux, ils vont travailler évidemment avec des moines, avec des abbés, pour des abbayes, enfin bon voilà. Alors ça, ceux-là, on va dire que voilà, il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer un petit peu là dans l'art sacré, en création souvent, parce que là c'est souvent de la création. Et puis autrement, on peut travailler avec la DRAC également, on peut travailler avec les mairies également directement.
Voilà. Hein. Donc, et puis on peut travailler. Et puis moi j'ai développé aussi une clientèle privée. Hein. En moyenne peut-être 25% de public, de projets publics, et puis le reste c'est du particulier. D'accord. Hein, donc c'est quand même la majorité de mes clients sont privés. Ok. Alors, ça va de petits projets à des projets plus importants suivant le client, parce que je touche évidemment toutes sortes de personnes. Donc ça peut être des créations très modestes dans un petit pavillon, dans une maison lambda, et puis des projets dans des châteaux aussi. Là récemment, il y a quelques années, c'est moi qui ai réalisé les vitraux de Château Gaillard, donc à Amboise. Donc là, c'était quand même un beau grand projet avec une particularité de miniature, ce qu'on appelle des rondelles, des médaillons, comme on voit là. Mes cartons là sont les originaux. Donc voilà, donc c'était quand même un travail bien ciblé, bien particulier. Un vitrail, ben, on a besoin principalement, on a besoin de faire un dessin, donc là c'est des crayons, voilà, tout bêtement, ou des aquarelles si on veut mettre un peu de couleur, des choses comme ça. Ensuite, pour passer à la réalisation du vitrail lui-même, eh bien, faut couper le verre. Là, c'est du petit outillage, un diamant, voilà. On peut maintenant acheter des machines spécialisées qui vont couper le verre, voilà, hein, mais c'est un investissement plus important, alors que moi, mon diamant me suffit, on va dire, des pinces. Des couteaux, hein, ce genre de petits couteaux, voilà, hein, des couteaux comme ça pour couper le plomb. Hein. Donc, et il n'y a pas un grand outillage, c'est du petit outillage. Et puis un four pour cuire les pièces, par contre. En revanche, parce que la peinture, on peint sur le verre également. Et à ce moment-là, c'est une peinture spéciale, ce sont des oxydes, et il faut monter à 650 degrés. Donc il faut cuire les pièces, pour pouvoir, voilà, on fixe les peintures. Par exemple ici, bon là c'est des pièces basiques, mais plutôt une pièce comme ça, comme celle-ci, et bien ce qu'on appelle la grisaille, c'est ça. Donc ça, il faut le peindre sur le verre. C'est cuit, hein. Oui. Ça a été cuit, donc là c'est fixé dessus. Ah bah, concrètement, on fait. Je pars d'un petit dessin. Oui. À partir de ce petit dessin, il faut toujours l'agrandir à l'échelle 1. Donc, si vous voulez, l'échelle 1, ça peut être. Donc là, par exemple, on a des maquettes à l'échelle 1. Hein. Donc là, par exemple, ça c'est le double, parce qu'il y a toujours un exemplaire qui a été un original. Ça, vous voyez, c'est numéroté. Et puis après, là-dessus, on va avoir un ensemble de pièces qui vont correspondre. Hein, mettons la 21. Voilà, elle vient ici. Hein, hein. Alors ça a été... Ça, faire en plusieurs parties aussi. Voilà. Et puis là, celle-ci, ces pièces-là, alors elles ont été découpées en enlevant ce qu'on appelle l'âme du plomb. Hein, parce que dans un plomb, en fin de compte, le verre, il va venir entre les deux ailes, enfin, il y a 4 ailes, et au milieu, il y a le cœur, que l'on appelle l'âme. Donc, en fin de compte, il faut toujours enlever l'âme du plomb pour que le vitrail soit à la bonne dimension. Hein. Donc, il y a un petit travail de découpe sur la maquette pour enlever ces fameux 1,5 mm, 2 mm partout. Là, il y a le travail de maquette, et puis une fois qu'on a tous ces petits éléments, eh bien, on va pouvoir découper le verre. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle, et les gens disent ça, c'est pas un diamant, ça c'est une molette au carbure. Hein. Et puis là, par contre, ça c'est un diamant. Voilà. Ça c'est un diamant, voilà, un petit diamant qui est serti dans un sabot. Hein. Alors lui, le diamant, la particularité, c'est qu'il a une coupe. Alors c'est pas toujours facile à trouver, parce qu'il se fait à votre main. Alors, voilà, hein, comme ça. Là, éventuellement, je vais faire ça comme ça. Hein. Voilà, celui-ci, je vais... Alors, voilà, je vais faire une première coupe, comme ça.
une petite pince. Donc voilà, après une petite pièce de verre. Hein. Donc ensuite, on va pouvoir faire de la peinture dessus, hein, si on veut. Il va y avoir des oxydes, et il va y avoir des terres dedans, et puis il va y avoir du borax. Le borax, c'est ce qui sert à baisser la température de fusion, parce que les oxydes, mettons sur des oxydes qu'un potier utilise, ça fond, pour faire du verre, ça fond à peu près à 1000 degrés, à 950 000 degrés. Là, il faut que nous, à 1000 degrés, le verre, c'est de l'eau. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut abaisser la température de fusion. Le verre qui est dans cette poudre, avec les oxydes, eh bien ça va fondre, ça va être fixé à peu près à 650 degrés. Et puis le fameux jaune d'argent, il est en poudre aussi, hein, les sels d'argent, tout ça, c'est tout ce qui est là-bas, mais c'est la même chose, je peins. Par contre, quand je cuis, je nettoie, une fois que je récupère, je nettoie, parce que c'est opaque, on ne voit rien, et puis en nettoyant, on s'aperçoit que les sels sont bien pénétrés dans le verre, et ils ont fait un beau jaune, ou un bel or, voilà. La grisaille, elle, on va la travailler un petit plus ou moins, hein, sur la... J'essaie d'en récupérer un petit peu. Voilà, on va prendre ça. Hein, alors, mettons, je vais me mettre là-dessus, bien comme ça. Hein, vous voyez, alors. Alors ça, on appelle ça blaireauté. Hein. Alors, évidemment, on peut aussi l'avoir dans les mains, puis la travailler. Hein. Comme ça. Hein. Alors, vous voyez, on peut faire quelque chose de très... On peut arriver à faire quelque chose de très, très léger pour faire des visages, des mains, etc. Hein, on va travailler comme ça d'une manière très, très légère. Et puis, bon, alors évidemment, après, bon, alors moi quand je travaille sur des petites choses, je travaille avec des loupes. Bon, après, tout dépend sur quelle forme on travaille. Hein. Alors ici, par exemple, bon, vous voyez, si on peut... Tant que c'est pas cuit, hein, on peut utiliser des brosses. Hein. Vous voyez, hein. On peut faire des lumières. Donc ça, c'est tout le travail qui va être fait. Là, on va pouvoir reprendre peut-être un petit peu de grisaille et puis commencer à faire le petit trait. Hein, voilà. Hein. Hein, vous voyez, vous... Mais vous saviez dessiner avant ou... Vous saviez dessiner avant ou pas? Ah ben, un peu. Enfin, quand j'étais enfant, j'ai dessiné. J'ai eu un premier prix de dessin, mais je ne sais pas pour ça. Mais vous savez, hein, non, j'ai pas fait des... Je suis allé un peu aux Beaux-Arts, mais ça m'a pas vraiment convenu. J'ai appris, en fin de compte, beaucoup par moi-même. Par exemple, faire des lignes. Hein. Alors bon, ça... Bon, là, je fais mal. Il faut se concentrer. Ah, là je travaille vite, comme ça. Hein. Vous voyez, mais ça, il faut en faire des kilomètres. Oui. Vous voyez, il faut en faire beaucoup. Et c'est un peu comme les musiciens, quoi. Alors c'est vrai que dans les grands ateliers, vous aviez des artistes qui, eux, peignaient les pièces les plus délicates, et puis après, parce que là je vais vous montrer la maquette là-bas, des fois vous aviez une petite pièce qu'il faut reproduire, mettons, 100 fois. Alors, donc si vous voulez, quand la personne qui va faire ça 100 fois, donc on va d'abord, on va avoir sa méthode. On va mettre en pratique une manière de faire pour aller vite, etc. Et puis ça va être de mieux en mieux, bien. Ouais, voilà. Hein. Si on fait toujours la même chose, on devient tac, ça se fait tout seul et ça va vite. Un robot. Un peu un robot. Hein. Mais c'est en même temps, c'est un peu comme ça aussi qu'on apprend à bien travailler. Oui. Hein, c'est en faisant, c'est pour ça que la difficulté quand on travaille tout seul comme moi, c'est que je peux rester des mois sans avoir de peinture à faire. Donc le jour où je reviens à faire de la peinture, faut que je remette un peu de tout ça, et puis suivant ce que je vais faire, alors des fois j'en profite pour faire des tests, enfin je tâtonne, je vais faire des choses un petit peu différentes de ce que j'ai fait ou de ce que je me souviens, etc. Hein.
Donc là, la peinture, vous voyez, c'est le côté magique, c'est le côté secret, c'est le côté artistique, c'est là où tout peut s'exprimer, hein, parce que bon, après, c'est vraiment, le matériau, il est génial, je veux dire, on efface, on recommence, voilà, hein, on peut, hein, dès qu'on... On peut inventer des outils, je sais pas, on peut faire des empreintes, c'est lié un peu aussi à l'imagination. Hein. Et suivant les artistes, dans certaines créations, c'est pour ça que dans certaines créations, on sent que, si vous voulez, il n'y a que l'artiste, il y a que celui qui l'a fait, on ne peut pas le reproduire, parce que c'est sa main, c'est sa manière, c'est son style, etc. Hein. Par contre, quand on est artisan, faut un peu des fois être obligé de reproduire un peu à l'identique. C'est ce que j'ai fait par exemple là sur des pièces où j'ai refait des panneaux, il fallait retrouver le verre, retrouver le même verre, la même couleur, retrouver le même travail, etc. Bon, là c'est encore, vous voyez, on est dans une autre approche.